Bien, je vous propose peut-être de commencer pour ne pas perdre trop de temps et ne pas vous faire patienter. Merci à toutes et tous de votre présence. Je m'appelle Thibaut Surini, je suis chargé de mission et prescripteur bois au sein de FIBois Grand Est. Je vais vous présenter rapidement notre organisme. Et en fait, je tiens à saluer donc mes collègues de FIBois France qui organisent ce cycle de conférences sur la rénovation. Voilà, cela intervient après un événement qui a eu lieu le 28 mars sur la rénovation des équipements tertiaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt au logement collectif grâce à nos intervenants que je vais vous présenter et que je remercie. Et un événement dont on vous parlera à la fin aura lieu le 11 mai sur la maison individuelle, toujours dans l'aspect rénovation. Donc, on est là pour 1h30. Ce webinaire est enregistré et pourra aussi être diffusé en replay par la suite. Voilà, donc vous avez possibilité pendant les interventions de poser des questions. Pour ça, vous avez le petit pictogramme en haut, ou je ne sais pas où il doit être en haut normalement de votre écran marqué Q et R. Donc, c'est par ce biais que vous pourrez poser vos questions et on tâchera bien sûr de répondre à un maximum. Alors, vous êtes très nombreux attendus, donc on vous remercie de cet intérêt. Bien sûr, on tâchera de, de, de répondre au maximum de questions. Alors, je repasse sur l'écran. Voilà, donc FIBois France, en fait, nous sommes une association qui fédère l'ensemble des interprofessions régionales. Et donc, dans chaque région de France, vous avez une association, donc FIBois, qui est là pour fédérer l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois. Et donc, ça nous permet finalement de relier des acteurs de la construction avec des scieurs, des forestiers, voire des acteurs du bois énergie, donc de l'amont à l'aval de la filière. Et donc, ça nous permet d'avoir un rayonnement territorial et de fédérer pas moins de 3000 adhérents dans toutes les régions. Et donc, on est vraiment là en rôle de médiateur. Donc, si vous avez des questions sur des projets en lien avec la ressource, en lien avec les compétences sur le territoire, par exemple, eh bien, nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions. Bien sûr, vous aurez accès au site Internet et pour en savoir plus sur nos activités. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Donc, tout d'abord, Monsieur Julien Herbert, qui est ingénieur responsable de projet à l'Agence Qualité Construction, qui vous fera un focus sur le contexte normatif. Puis ensuite, 3 retours d'expérience qui vont s'enchaîner. Donc, Monsieur Vincent Führer, qui est président fondateur de la société Valerti, donc qui va nous parler d'une surélévation de 2 étages d'un immeuble en site occupé à Paris. Merci à vous, Monsieur Führer, d'être là aussi. Monsieur Herbert également, de l'AQC. Un second retour d'expérience sera proposé par Antoine Pagnou, qui est architecte chez ASP Architecture dans les Vosges, donc qui nous parlera d'une rénovation énergétique de logements sociaux à Raon-l'Étape. Et puis, Monsieur Jérôme Bénard, donc pour un dernier retour d'expérience, lui en tant que dirigeant de la société Bénard Charpente, qui nous parlera d'un chantier de rénovation thermique à Baron-Rocheplate dans le Loiret. Donc, merci à toutes et tous de votre disponibilité. Et je laisse tout de suite la parole à Monsieur Herbert pour commencer sur le contexte normatif. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Julien Herbert, je suis ingénieur responsable de projet à l'Agence Qualité Construction et je vais rapidement, puisqu'on a 15 minutes, vous faire une présentation du contexte normatif technico-assurantiel de la construction bois et biosourcée. Et puis, je finirai par les techniques courantes, non courantes. Alors, pour démarrer, une première partie sur la différence entre ce qui est la réglementation et les règles de l'art. Thibaut, je te laisse passer. Voilà, donc la première chose qu'il faut quand même savoir, c'est que la réglementation est d'application obligatoire. C'est tout ce qu'il y a dans les lois, les décrets, ça fixe souvent des objectifs. Et ensuite, on a souvent les arrêtés qui vont définir un peu des moyens, en général des moyens pour atteindre ces objectifs. On a les normes qui sont d'application volontaire ou plus régulièrement d'application contractuelle. En fait, les normes sont souvent évoquées dans les différents cahiers des charges travaux. Et puis, on a aussi d'autres règles écrites ou orales
encore une fois, qui sont d'application volontaire. Et là, je parle notamment des règles professionnelles, etc. À noter toutefois qu'une norme est d'application obligatoire quand elle est citée dans une réglementation. Ensuite, donc voilà, je vais vous présenter très rapidement ce qui est du cadre réglementaire, ce qui est du cadre contractuel avec les produits et tout ce qui est choix constructif et mise en œuvre. Sur la partie réglementaire, donc la réglementation, tu peux passer Thibaut sur le slide d'après et même celui d'après. Donc tout ce qui est réglementation, bon, assez classique, hein, on est sur tous les textes, comme je disais, élaborés par l'État. Il se retrouve en général, la réglementation se retrouve dans le CCH. Et on a tout ce qui est exemple, évidemment, réglementation parasismique, acoustique, RE2020, etc. Aujourd'hui, on est dans de la réno. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation est définie selon l'usage. Donc, si on est sur des logements collectifs, des ERP ou du tertiaire, et selon si on est dans du neuf et dans de la réno, évidemment. Un petit focus actuellement sur le sujet d'actualité. On en a beaucoup parlé la semaine dernière au Forum Bois Construction, c'est tout ce qui est sécurité incendie. On nous a présenté la nouvelle réglementation pour les ERP, où on voit qu'il y a une grosse consolidation en fait, des contraintes par rapport à la sécurité incendie au-dessus de 8 mètres. Alors là, on a parlé des ERP avec le ministère de l'Intérieur. On a quand même de grosses craintes pour que ces exigences soient aussi appliquées au logement collectif. C'est en tout cas tous les travaux qui sont en cours avec le ministère aussi du Logement et le ministère de l'Intérieur, où notamment ce que j'ai retenu, mais bon, ce que j'ai retenu, c'est qu'au-dessus de 8 mètres, globalement, tout le bois structural devra être protégé. Et on pourrait conserver une paroi en bois apparent, mais ça sera vraiment à la marge. Donc voilà. Donc on n'en est pas encore là. Je parle des logements collectifs, mais avec la doctrine des pompiers qui est sortie déjà il y a quelques temps, on voit qu'on va vers vraiment une plus grande sévérité, des exigences plus fortes pour tout ce qui est construction bois. Voilà, donc ça concerne le neuf, évidemment, mais ça peut concerner la réno quand on est dans des grosses réhabilitations. Ensuite, on a tout ce qui est choix produit. Donc là, on est plutôt sur la norme produit, sur les normes d'essai. On a aussi des signes de qualité qui concernent donc tout ce qui est certification de produits comme les marques CTB ou QB du CSTB. Ensuite, alors c'est là où on est un peu plus dans tout ce qui est conception et mise en œuvre, tout ce qui est normes et DTU. Donc là, on est dans la partie règles de l'art. Alors les NFDTU, les NFDTU qui sont élaborés par les professionnels au sein de bureaux de normalisation. Ils traitent de tout ce qui est conception et mise en œuvre. Donc là, au niveau de la construction biosourcée, en termes de NFDTU et surtout la construction bois a quand même tout ce qui va bien en termes de NFDTU. Elle est complètement bien cadrée sur tout ce qui est construction. J'ai fait un tableau à la fin où vous verrez sur un panorama des règles de l'art. Globalement, on peut construire en bois sur des belles hauteurs avec les différents NFDTU disponibles. Ensuite, nous avons donc les règles professionnelles. Donc les règles professionnelles, c'est un document qui est élaboré par un groupe d'acteurs et en général par une filière en tant que telle. Là, par exemple, à l'écran, vous avez les règles professionnelles qui ont été élaborées par la filière terre cuite. C'était pour un bardage rapporté de tuiles de terre cuite sur ossature bois. Et elle traite en général de tout ce qui est conception et exécution des ouvrages de bâtiments. Et elles sont en général une première étape vers le NFDTU. Alors, il y en a pas mal sur la construction bois. Il y en a énormément aussi sur tout ce qui est construction biosourcée, mais j'y reviendrai après. Nous avons ensuite les recommandations, je crois, recommandations professionnelles RASPACT. Donc ça, c'est des recommandations professionnelles qui ont été financées par les programmes RAGE et puis PACT et qui viennent souvent alimenter la révision d'un NFDTU
ou la rédaction d'un nouveau NFDTU. C'est des documents qui sont élaborés, qui permettent d'être publiés plus rapidement, comme les règles professionnelles, que les normes NFDTU qui prennent souvent plusieurs années, soit pour être élaborées, soit pour être révisées. Et ces recommandations sont toutes disponibles gratuitement sur le Pro Impact, sur le site du Pro Impact. Nous avons ensuite les avis techniques. Alors, les avis techniques, là, on est plutôt sur quelque chose d'individuel, souvent porté par un industriel, et on est sur l'aptitude à l'emploi de produits ou de procédés innovants de construction. Et donc, là encore, c'est complètement disponible sur le site du CSTB et c'est par contre, c'est donné à titre provisoire, pas provisoire, mais sur une durée déterminée, mais ça peut être prolongé régulièrement. Donc là, on est vraiment sur les sujets d'innovation, les ATEX. Donc là, les ATEX, on est encore une fois sur un procédé appliqué sur différents chantiers pour l'ATEX de KA, mais sur une durée limitée. Et pour les ATEX de KB, on est sur un projet identifié et on l'applique donc sur le chantier précis, sur ce chantier précis. Vous avez donc le tableau que j'ai mis sur le slide, vous pouvez le retrouver sur le site de CSTB. Il est assez clair sur les différentes étapes pour obtenir une ATEX, les coûts et les délais. Ensuite, voilà. Et donc là, vous avez un tableau, un panorama des règles de l'art pour la construction bois. On voit que globalement, que ce soit au niveau de l'ossature, donc on a tout ce qui est DTU. À noter que pour les CLT, ils sont sous avis technique. On n'a pas encore de référentiel technique de type NFDTU qui cadre les constructions en CLT, mais on a des avis techniques qui permettent de construire avec ce type de procédé. Voilà, même chose pour poteau-poutre, charpente, plancher et revêtement extérieur. Alors un petit focus quand même sur le revêtement extérieur. On s'en est rendu compte lors du village olympique où dès qu'on commence à passer, à monter en hauteur, on a certaines difficultés à trouver des revêtements de façade qui puissent être mis en œuvre sur ossature bois. Ce qui a conduit finalement la filière avec la Solidio, le CSTB, la QC et d'autres acteurs à élaborer des guides pour de revêtement façade sur ossature bois. Les deux guides qui ont été élaborés qui permettent de donner les bases pour réaliser des ATEX ont été les ETIX sur ossature bois et les bardages de terre cuite. Voilà, donc il y a quand même encore quelques trous dans la raquette, surtout en logement collectif, quand on commence à monter en hauteur, en général au-dessus de 8 mètres. Alors plus généralement, à partir de 15 ou 20 mètres, il peut y avoir parfois des difficultés à trouver des procédés, notamment en façade, qui puissent être mis en œuvre sur ossature bois. Ensuite, je crois, voilà, donc là, on est sur les sources d'information. Je pense que vous connaissez la plupart de ces sites. Le slide d'après évoque le site du catalogue bois construction où on a l'ensemble des référentiels techniques et des solutions techniques pour la construction bois. On a, je crois, est-ce que j'ai évoqué? Oui, alors il y a aussi Ambition Bois pour tout ce qui est pour les maîtres d'ouvrage. Un autre petit focus sur les biosourcés. On a généralement, sur les isolants biosourcés, on est aujourd'hui plutôt, à part la fibre de bois ou la laine de bois, où on est sous avis technique sur la plupart du temps sur des hauteurs assez importantes, on a encore des domaines d'emploi limités pour certains isolants biosourcés, notamment la paille, et avec des usages aussi parfois limités, on va dire, dans les règles de l'art classiques. Par exemple, ici, on a des règles professionnelles sur un domaine d'emploi limité à 8 mètres et pour de l'isolation en botte entre ossature bois ou remplissage de caissons. Alors, la filière paille est bien organisée et se développe assez largement. Donc, on a aussi une ATEX en paille hachée actuellement. C'est un peu la même chose sur le béton de chanvre. On est sur un domaine d'emploi limité à 8 mètres aujourd'hui, même si la filière est en train de prolonger ses règles professionnelles pour aller jusqu'à 28 mètres. Et encore une fois, l'usage est limité dans ces règles pro. On est sur des isolants en panneaux ou rouleaux, du béton de remplissage ou de l'enduit intérieur et extérieur.
On a aussi certains avis techniques aujourd'hui pour des panneaux de laine de chambre et une ATEX pour une laine de chambre en vrac. La terre crue, encore une fois, on a des règles professionnelles, mais c'est pour un enduit sur support composé de terre crue. On a des ATEX qui commencent à arriver pour des murs porteurs en blocs de terre comprimés et des briques de terre crue. On a des règles professionnelles pour de la brique de terre crue sur les territoires de Mayotte. On voit que les Outre-mer avancent bien. On a Mayotte, on a la Guyane. En métropole, on a encore, il y a énormément de travaux en cours sur tout ce qui est développement de la terre crue et toutes techniques comme les bauges porteuses, les briques, etc. Donc, c'est en plein développement, mais il n'y a pas de règles professionnelles pour tout ce qui est terre crue porteuse. Voilà. Et puis, alors, contexte assurantiel, je vais surtout vous parler très rapidement de ce qui est la technique courante et non courante par rapport à tout ce que je vous ai présenté précédemment. Quand je parle de technique courante, c'est-à-dire que c'est assurable de façon décennale de facto par les assureurs. C'est-à-dire que l'assureur ne va pas du tout chercher à comprendre si c'est un procédé à risque ou pas. Et donc, le procédé va être assuré de facto. C'est le cas des normes et NFDTU, des recommandations professionnelles RAGE, des règles professionnelles, des avis techniques ou des DTA qui ont reçu un avis favorable de la commission prévention produit de l'AQC. Les ATEX, eux, sont considérés comme techniques courantes de facto. Par contre, quand on commence à passer soit sur des avis techniques qui sont mis en observation, c'est le cas sur certains procédés qui ont entraîné des sinistres, ou des règles professionnelles qui ne sont pas acceptées par la C2P, ça arrive aussi. On a certaines filières qui sortent des règles professionnelles, mais qui soit ont eu un désaccord de la commission, soit ne sont pas passés en commission. Là, ils sont en technique non courante. Et dans ce cas, il faut se rapprocher de son assureur. Quand on dit technique non courante, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. On a déjà vu, je parlais de la paille ou du béton de chambre, on a déjà eu des opérations au-dessus de 8 mètres, mais il faut, dans ce cas, se rapprocher de son assureur, qui peut ou pas d'ailleurs vous mettre une surprime. Certains assureurs peuvent aussi décider de ne pas assurer certains procédés. Mais c'est tout à fait possible via des avis de chantier avec le contrôleur technique, etc. Voilà. Mais c'est vrai que quand on rentre sur une opération, il faut déjà viser ce qui existe en technique courante, c'est le principal. Et si on souhaite innover, vraiment le plus tôt possible, anticiper ces sujets, se rapprocher de son assureur, se rapprocher du contrôleur technique, et puis voilà, avoir une démarche collective sur l'opération. Pour finir, donc vous pouvez trouver l'ensemble de ces solutions, de ces techniques courantes dans la publication semestrielle de la C2P, la dernière date de janvier 2023, où on a à la fois les règles professionnelles acceptées par la C2P et tout ce qui est famille de produits, procédés mis en observation. Là, je parle notamment des avis techniques mis en observation, et on a aussi la liste des recommandations professionnelles RAGE Pact. Et voilà, et donc sur le site de la liste verte, vous avez l'ensemble des avis techniques et des DTA acceptés par la C2P qui sont donc considérés en technique courante. Et je pense que j'en ai fini. Désolé, je suis allé assez vite, mais n'hésitez pas à poser des questions, ou soit aujourd'hui, soit je vous laisse aussi mon mail si vous avez d'autres questions. Voilà, je vous remercie. Je suis dans mon Merci. timing, Thibaut, c'est bon? 15 minutes. Tu n'as pas levé la main, c'est bon. C'est parfait. Merci beaucoup, Julien, cette présentation. Je vous propose, alors je vous rappelle, pardon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le pictogramme Q et R en haut de votre écran. Julien sera disponible encore en fin de webinaire si vous avez des questions. Donc, en attendant, comme il n'y a pas de questions, je vous propose d'enchaîner avec le retour d'expérience de Monsieur Führer sur la surélévation de 2 étages d'un immeuble en site occupé à Paris. Monsieur Führer, je vous laisse la parole et je vous remercie. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis le président fondateur de Valerty. J'ai créé Valerty il y a quelques années pour plusieurs objectifs.
dont l'un, bien sûr, c'est de créer du logement dans les grandes villes de France où on manque de foncier, par le principe de la surélévation. Également d'intégrer dans nos projets la rénovation, des bâtis existants, qui depuis, quelque temps ont une pression assez forte, sur l'aspect réglementaire et économique. Et donc du coup, ce moyen-là permet, par de l'économie privée et de l'économie de projet, de financer ce type de rénovation. Et donc ma cible principale sont les copropriétés, donc sur Paris, 1 couronne et les grandes villes de France où les problématiques sont similaires. Donc là, je vais vous parler d'un 1er projet qu'on a réalisé dans le 15e arrondissement de Paris. Donc pour le contexte général, donc la copropriété est venue vers nous. Alors la copropriété est composée de 8 appartements, donc 4 appartements par niveau et 2 commerces, au rez-de-chaussée avec, un niveau de sous-sol complet sur l'immeuble. La difficulté, on y viendra tout à l'heure au niveau technique, a été de plusieurs points, que ce soit sur l'accès ou sur le bâtiment en lui-même. Mais je vais vous évoquer les sujets sur la surélévation parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de surélévation. En copropriété, il y a très peu d'acteurs et aussi ça peut perturber les copropriétaires parce qu'on ne sait pas s'il y a des promoteurs, des intermédiaires ou des personnes qui sont plutôt opportunistes sur des sujets. Donc c'était un peu l'idée aussi de cette présentation. On peut passer le slide, Thibaut. Donc voilà, bon, l'objectif c'était donc de la copropriété, c'était principalement la rénovation de l'existant. Alors parce qu'il y avait beaucoup de déperditions énergétiques, que ce soit en toiture, parce qu'on avait des combles non aménagés et bien entendu, les halls d'entrée et toutes les fenêtres sur partie commune qui étaient en très mauvais état. Et les copropriétaires n'avaient pas forcément de budget pour rénover tout ça. Donc les 3 grands freins de ce type d'opération, de manière générale, donc il y a des freins administratifs, financiers et on finira par le technique. Tu peux passer. Alors au niveau du point de vue administratif, il y a deux grands points, on va dire, qui peuvent freiner ce type d'opération. C'est tout d'abord le, mmh, l'incohérence qu'il peut y avoir. Alors même si aujourd'hui c'est de plus en plus, il y a de plus en plus d'informations, sur ces sujets-là, sur la compréhension de ce type de montage, surtout pour les copropriétaires qui sont non sachants. Donc, la plupart heu, ne comprennent pas ou n'ont pas d'informations assez précises sur le type de montage. Alors aujourd'hui, les surélévations que vous voyez dans les grandes villes, principalement, ce sont soit des bailleurs sociaux qui font sur leur propre actif, soit des marchands de biens qui achètent un immeuble et qui le valorisent par de la surélévation et en même temps, ensuite, il y a une vente à la découpe. Mais en copropriété, il y a très peu d'exemples, pour la simple et bonne raison que c'est, beaucoup plus complexe aussi au niveau du montage, parce on a des copropriétaires qui sont là et qui sont présents et qui ont besoin aussi d'être rassurés. Donc moi, j'explique personnellement qu'on est sur un montage en VEFA, donc on n'est pas sur une opération de marchand de biens, donc qui nécessite aussi pas mal de garanties, assurances et on explique les différentes étapes. Ça, c'est le côté, on va dire, lien entre le promoteur et la copropriété et ensuite il y a le fameux lien entre le promoteur, l'opérateur et l'administration, entre autres pour les autorisations administratives, donc les permis de construire. Beaucoup de communication aussi là-dessus, sur ce sujet-là qui pousse en avant ce type d'opération, entre autres même le nouveau PLU, bioclimatique qui incite, à ce type de sujet. Après dans les faits, il y a des difficultés comme dans toute opération, dans Paris ou dans les grandes villes, pour les délivrances, donc avec des délais assez longs et donc ça aussi c'est un sujet qui peut, qui peut bloquer vis-à-vis des copropriétaires par rapport aux délais administratifs de ce type d'opération. Bon après c'est de la pédagogie et l'explication dans le mécanisme, on va dire, de délivrance des permis. Tu peux passer. Alors au niveau, public, pas mal d'avantages ont été, mis en place pour ce type d'opération. Donc comme je vous l'ai expliqué au niveau des PLU déjà des grandes villes et au niveau de l'État, au niveau fiscal, l'avantage fiscal de la cession d'un droit de surélévation a été remis en œuvre jusqu'en décembre 2024. Donc pour faire simple, si une copropriété cède un droit de surélévation à un opérateur dans le cadre d'une création de logement, uniquement, elle bénéficie d'une exonération d'impôt sur la cession de ce droit. Donc ce qui est plutôt intéressant pour les copropriétaires, c'est un point, on va dire, positif et le deuxième point de blocage, de ce type d'opération qu'il y avait avant la loi Allure était le droit de blocage du dernier étage, c'est-à-dire les propriétaires du dernier étage pouvaient bloquer le type d'opération en fonction du vote. Et ce droit de blocage est passé en droit de priorité
donc qui se purge de différentes manières. Et ce droit de priorité, pour faire simple, en fait, permet aux copropriétaires du dernier étage de bénéficier en priorité de l'acquisition du droit ou des lots qui sont construits. Alors, d'un point de vue financier, la question qui revient souvent, c'est des copropriétaires, c'est comment vous valorisez le droit de surélévation et comment le gain financier va être réparti entre nous. C'est le sujet principal. Donc, pour une explication très pédagogique, nous, moi, dans ma démarche, je suis très transparent avec les copropriétaires, donc on explique vraiment le montage juridique d'une opération, alors de manière plutôt synthétique, parce que c'est des non-sachants, d'une opération de ce type-là en tant qu'opérateur promoteur. Donc, en déterminant précisément la valeur de leur droit de surélévation. Et ce droit-là donc a plusieurs possibilités. Enfin, ce montant-là peut être, on va dire, divisé en trois possibilités. La première, c'est la copropriété est en très bon état et donc pas besoin forcément de numéraire pour ces travaux. Donc, l'ensemble des copropriétaires gagneront le gain financier et se le répartiront entre eux en fonction des tantièmes. Le deuxième cas, on est dans le cas du 15e arrondissement où les copropriétaires avaient à la fois un besoin en travaux et à la fois un besoin numéraire. Donc, le gain réparti de manière distincte. Et on a d'autres cas, j'ai une copropriété par exemple à Montrouge où l'ensemble de la totalité du droit et du gain est réparti en travaux, donc directement injecté dans les travaux et va avertir maître d'ouvrage de l'ensemble du bâtiment. Donc ça c'est important aussi au niveau du montage, c'est-à-dire à la fois de la surélévation et des travaux sur l'existant. Donc le point de vue technique qui peut aussi vous intéresser, quand on voit un bâtiment aujourd'hui, une dent creuse qu'on appelle dans le jargon, on se dit, bah voilà, il y a un trou, on peut combler au maximum cet espace-là. Alors, déjà, on est contraint par le PLU, comme je l'ai expliqué, par le permis, mais également par la technique. Et sur ce type d'opération, tu peux passer le slide Thibaut, hein. Sur ce type d'opération, il y a une préparation qui est extrêmement importante au niveau à la fois du sous-sol et également de l'existence, c'est-à-dire des parties en super. Donc, on a eu pas mal de surprises sur cette opération. Donc, la grosse difficulté que je vous expliquais au départ, c'est qu'on avait une emprise du bâtiment qui était l'emprise du terrain. Donc, on n'avait aucun espace extérieur qui permettait déjà d'analyser la nature des sols. Donc, on a dû faire des sondages à l'intérieur des sous-sols qui en plus étaient occupés. Donc, fouille des fondations, ça c'est la base, et on a fait 2 points de sondage à 25 mètres pour voir la nature des sols. Alors, on est tombé très rapidement, on a eu de la chance, on est tombé sur un sol calcaire, donc ce qui est un point positif pour ce type d'opération. Et ensuite, au niveau de la superstructure, on s'est rendu compte malheureusement, donc c'est pour ça qu'il faut bien pousser les études, que certains murs étaient en fait pas assez résistants sur la capacité portante. Et donc, on a dû faire des renforts. Donc, on peut passer des slides. On a dû faire des renforts en créant, vas-y, tu peux passer, en créant une structure complètement indépendante qui va reprendre. Donc là, vous voyez sur la droite, c'est les poteaux de renfort. Donc, on a créé une structure indépendante qui reprend toute la charge de la surélévation et donc aucune charge ne reporte sur les murs existants. Donc, c'est des poteaux qui font environ 12 mètres et qui traversent l'ensemble du bâtiment avec en sous-sol des massifs qui reprennent les poteaux en fixation, en béton armé. Donc, on n'était pas sur du bois, là, c'est sur la partie haute qu'on a fait du bois. Mais on était sur cette contrainte-là, et donc en plus, on avait une contrainte en site occupé. Donc là, vous voyez comment on a installé toute la charpente. Donc, toute la charpente a été montée sur place. Donc, on était dans une rue assez petite, donc on a bloqué la rue pas mal de temps. Donc, il y avait toute une gestion de chantier qui était plutôt complexe. Mais le bâtiment, du coup, était en sécurité et sur la durée, on sait qu'il n'y aura aucun désordre sur l'existant du fait que la charpente a sa fonction de portance. Tu peux passer. Voilà, donc en fait, on a tout de suite fait la charpente et puis on a très rapidement posé le plancher bas. Donc, on est parti sur un principe CLT à la fois pour la démarche voilà, qu'on souhaitait faire au niveau des bâtiments et également pour la rapidité d'exécution. Le plancher, on l'a posé même pas en une journée, ça allait très vite. Et l'idée, c'était d'arriver très, très rapidement à l'étanchéité parce qu'on était sur un bâtiment qui avait un toit
donc sous comble, donc avec des habitants en dessous. Et on avait mis un chapiteau, donc qui avait eu des difficultés au mois d'août. Vous savez, il y avait des grosses intempéries sur Paris, donc on a eu des difficultés. Donc l'objectif était de mettre vraiment rapidement le plancher bas pour sécuriser l'étanchéité du bâtiment. Donc après, le principe de CLT, vous le connaissez certainement. Donc l'avantage, c'est qu'on est allé très très vite sur les 2 niveaux. Alors on a fait 2 niveaux plus un attique avec une terrasse panoramique sur les deux logements. Donc c'est 2 gros logements duplex familiaux. On a mis en durée environ 1 mois et demi pour l'ensemble du gros œuvre. Tu peux passer. Donc c'est un avantage également pour les copropriétaires qu'on met en avant. Voilà, donc là, c'est le dernier étage avec la terrasse et l'accès aux attiques. Donc avant, c'est le bâtiment à gauche et après, donc ça, c'est une photo que j'ai fait la semaine dernière. Donc là, on est sur le second œuvre, on a encore un petit mois de travaux. On est sur la fin de l'opération. Donc comme vous voyez, on a refait donc la façade de l'existant. On a traité, bien entendu, la toiture puisque la surélévation a eu sa fonction. On n'a pas pu travailler sur l'isolation par l'extérieur, sur l'existant, du fait des maux des natures. Donc on avait une contrainte au niveau des ABF. Donc pour travailler sur l'étanchéité, on a bien sûr la toiture et également tout ce qui est partie commune. Donc on va refaire les halls, on va doubler les entrées pour éviter la déperdition énergétique. Voilà. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante pour commencer ces retours d'expérience. Il y a une question de Monsieur Spielmaker que je remercie sur la gestion des stationnements pour les surfaces créées. Oui, alors pour les dans les autorisations administratives, etc. Voilà. Dans les PLU de grande ville, on va dire Paris-Lyon, on a des possibilités de dérogation, surtout sur des bâtiments existants, donc on va forcément pas creuser sous le bâtiment. Quand on est dans un périmètre proche d'un transport. Et dans Paris, on est exonéré tout de suite au niveau des créations de places de parking. Également, on peut avoir des dérogations pour l'accessibilité, entre autres pour l'ascenseur. Donc là, on n'a pas pu mettre d'ascenseur du fait que la cage était trop petite. Et si techniquement on a des contraintes, on peut trouver des dérogations, en sachant que ces dérogations ne s'appliquent qu'à partir du moment où vous travaillez sur un immeuble existant qui est occupé. Ce n'est pas le cas où vous achetez un immeuble complet et vous le rénovez. Là, vous êtes dans un cadre différent. Là, on travaille sur une copropriété, donc on peut demander, et ça peut être justifié, d'un point de vue technique, de demander des dérogations d'accessibilité, par exemple. Merci. Une question de Camille Vinchon qui nous demande quelle a été la gestion de l'accès vers les logements créés. Oui, on a prolongé la cage d'escalier. En fait, donc c'est des duplex, donc on dessert, on a créé un palier au 3e niveau et on dessert les 2 logements avec un palier créé et on a prolongé la cage d'escalier, enfin l'escalier actuellement tournant. Très bien, merci. Et une autre question, alors je n'ai pas le nom de la personne, mais est-ce que les copropriétaires peuvent imposer une surélévation maximale quand ils cèdent leurs droits? Par exemple, est-ce qu'ils peuvent imposer d'en avoir que 2 niveaux, même si 3 niveaux sont techniquement possibles? Alors, ils imposent rien. Alors après, eux, plus il y a de la construction, plus ils ont un gain important. Par contre, après, c'est la volonté de l'opérateur et du promoteur. Nous, on est dans une démarche de concertation avec eux, donc le permis, on travaille de concert avec eux, parce que le bâtiment, c'est le leur aussi à la base, donc il faut que ça leur plaise. Donc c'est un dialogue. Il y a rien qui juridiquement impose la chose, mais après, c'est simplement une négociation, un échange avec eux. Voilà. Mais juridiquement, il n'y a rien qui peut l'imposer, du point de vue des copropriétaires, quand ils cèdent leurs droits. Très bien. Vous pouvez juste nous rappeler le temps que cette opération nécessitait? Vous parliez de démarches administratives qui étaient quand même très longues Oui, initialement. alors là, on a eu tous les cas parce que c'était un contexte un peu particulier. C'était en période d'élection municipale. Donc on a eu un premier refus de permis au titre de l'article J11 que beaucoup d'architectes doivent connaître, sur l'intégration du projet dans l'environnement. Donc on a revu notre projet. Principalement, c'était avec la commission du Vieux-Paris. Donc on devait descendre un étage justement. Alors que dans le PLU, on pouvait monter 5 étages, mais il fallait que ça soit cohérent dans l'intégration du bâtiment par rapport au petit bâtiment d'à côté.
Donc on a mis plus d'1 an et demi, enfin 1 an et demi pour avoir l'autorisation, enfin le permis, purgé. Et ensuite on a eu la période Covid que vous connaissez. Et ce qui a pris un peu de temps, c'est du coup la préparation de la charpente, métallique, enfin tout ce qui est structure. Après dès que le CLT a été mis en œuvre, ça va très vite, hein. C'est très efficace. Voilà. Donc Merci. on a mis 1 mois et demi pour le gros œuvre maximum, et là ils sont tous sur la fin du second œuvre, donc ça va très vite après. Ça marche, merci. Et une question de Madame Pilarczyk, savoir quel est le prix de revient d'une telle opération. Bah, c'est une question qu'on me pose souvent, hem, après ça dépend ce qu'on entend par prix de revient. Parce que des personnes, le prix de revient, c'est soit, le prix de revient, ça peut être composé du droit, plus des coûts de construction, plus des honoraires du fonctionnement. Donc, est-ce que c'est le coût mètre carré hors taxe habitable qui intéresse, madame, Isabelle? En moyenne, un coût de surélévation, c'est un peu plus cher je vous parle en coût brut, c'est un peu plus cher qu'un bâtiment classique. Donc vous partez sur 2 500 €, 2 850 € du mètre carré hors taxe habitable. Voilà, si c'est ça le ratio, et après ça dépend le procédé que vous utilisez aussi. Si c'est du CLT, de l'ossature bois, voilà. Oui, et une dernière question peut-être de Lucie Meunier, donc savoir techniquement pourquoi vous êtes parti sur du panneau bois massif CLT plutôt qu'une ossature bois qui aurait nécessité moins de reprise de charge, par exemple. Moins de repousse de charge, c'est pas sûr, mais le principe du CLT, moi, aussi bien pour le côté, isolation, enfin, moi, je suis parti plutôt sur ce côté-là, et surtout pour la rapidité de mise en exécution. Voilà. Ok, bah, écoutez, merci beaucoup. On va passer à la suite. Merci Monsieur beaucoup. Führer, vous devez nous quitter avant la fin du webinaire, donc Ouais, je suis désolé, je- je dois vous quitter. non, non, mais encore une fois, merci de votre disponibilité. Et puis, je pense que vous restez à disposition si vous avez des questions. On pourra vous transmettre vos coordonnées. Voilà, Oui, sans problème. si d'autres personnes ont des questions sur cette opération ou d'autres. Voilà, merci Merci. encore. Merci à vous. Bonne journée, bonne continuation. Merci Et puis, on également. va À très passer bientôt. Au revoir à tout le monde. Merci. au revoir. On va passer à la présentation d'Antoine Pagnou. Antoine, je te laisse la parole pareil, pour 15 minutes pour présenter une rénovation énergétique donc, de logements sociaux à Rans-l'Étape dans les Vosges. Bienvenue dans les Vosges, effectivement. Bah, tu peux passer à peut-être la slide suivante. Donc oui, je vais vous présenter une opération de rénovation de 24 logements sociaux qui a été réalisée en 2017. Donc on commence à avoir un bon petit retour d'expérience par rapport à ce délai-là. C'est un chantier, donc vous avez toutes les données qui s'affichent là à droite, qui a été réalisé en 8 mois. Il y a un peu plus de 1800 mètres carrés de surface traitée, de surface de plancher. C'est à peu près l'équivalent de surface de plancher, surface façade, hein, si on voulait résumer. On a une opération qui coûtait à peu près 1 million d'euros hors taxe, ce qui ramène un coût logement de 42 000 € hors taxe par logement. Donc j'insiste peut-être sur un point, c'était en 2017. Les coûts de construction et de rénovation ont quand même assez fortement évolué depuis. Il y a une marge qu'il faut prendre en compte qui est de l'ordre de 15 à 20-25% d'augmentation aujourd'hui. L'objectif principal de cette opération de rénovation, c'était la requalification d'un ensemble d'immeubles, mais c'était aussi la réduction des charges énergétiques des locataires. Donc, l'objectif aussi était de quitter les énergies fossiles pour aller vers des énergies renouvelables. Donc, on a l'utilisation du bois à la fois pour la réfection des façades et l'utilisation du bois comme système énergétique pour la production d'eau chaude et de chauffage. Alors, on peut peut-être directement attaquer les slides suivantes. Donc, la localisation, c'est un ensemble de 3 immeubles qui se situent donc dans les Vosges, donc dans un climat qui est plutôt rude. Donc, ces 3 bâtiments qui datent des années 70. Je vais passer à la slide suivante. On voit ici l'architecture qui est assez typique et courante de cette période 60-70 jusqu'aux années 80. Donc une architecture qui n'a, on va dire, qu'un intérêt principal, qui est sa compacité.
d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'on a des cages d'escalier qui distribuent à chaque fois 6 logements, 3 à droite, 3 à gauche, des appartements qui sont traversants. Après, sur le plan urbain et sur le plan architectural, c'est assez pauvre, des entrées qui sont quasi pas signalées, une confusion entre la voirie et les espaces de circulation ou de jeu des enfants. Voilà, une architecture qui n'est pas très très intéressante, somme toute. On peut passer aux slides suivantes. Donc là, on voit la partie sur rue, avec toutes les pathologies que peuvent aussi avoir ces bâtiments-là, donc sur des enveloppes qui ont plus de 40 ans. On peut passer aux slides suivantes. Donc là, voilà le troisième bâtiment qui était assez, finalement, les trois sont assez similaires. Ils ont été simplement mis en couleur dans les années 90 pour essayer de leur redonner une fraîcheur. Ceci étant, ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors, on va passer peut-être à la suivante. Voilà, les entrées dont je parlais tout à l'heure. Donc, beaucoup de béton, un traitement qui est très pauvre. Alors, la chaufferie avec la chaudière fuel qui existait. Donc là aussi, c'est tout le système énergétique qui va être remplacé. On peut passer à la suivante. Et le principe, donc, en fait, le concept de rénovation énergétique qu'on a essayé de mettre en place et de développer sur l'intégralité du patrimoine du Toit Vosgien, qui est un bailleur social. Donc, le principe est le suivant, c'est qu'on est dans des bâtiments où on conserve les locataires dans les logements, donc on travaille en site occupé. Et donc, on travaille essentiellement par l'extérieur. Les deux objectifs étaient les suivants. Le premier, mettre en œuvre une isolation la plus performante possible. Et à partir du moment où on a isolé les bâtiments, en fait, créer une ventilation efficace. Donc, la ventilation efficace, c'est la ventilation double flux. Donc, dans notre cas, le principe qui a été retenu, c'est de passer la ventilation double flux par l'extérieur, donc dans les façades qui sont isolées en fibre de bois. Donc, on a 30 cm d'isolant passé en 3 couches d'isolant. Donc, dans la première couche, contre le mur, on passe la ventilation double flux, à la fois l'amener d'air et à la fois l'extraction. Donc, l'amener d'air dans les pièces dites sèches, séjour, chambre, et l'extraction dans cuisine, salle de bain, WC. Donc, ce manteau créé, il vient dans la continuité des menuiseries extérieures existantes qui ont été conservées. Donc, ces menuiseries, elles ont été conservées parce elles avaient moins de 10 ans. Et donc, c'est une petite particularité liée à cette opération. On ne voulait pas mettre à la poubelle des menuiseries qui n'étaient pas encore obsolètes. Donc, en fait, on a préféré les conserver tout en prévoyant que dans 10 ou 15 ans, quand elles seront obsolètes, elles puissent être remplacées dans la façon dont on a réalisé des ossatures bois sur la nouvelle enveloppe. Sur le plan énergétique, donc la VMC double flux qui va permettre de récupérer un maximum de calories, qui est une VMC double flux collective installée dans le sous-sol, est complétée par une petite chaufferie bois qui est installée dans un des immeubles, qui est une chaufferie bois pelée, qui va permettre, en réutilisant le réseau de chaleur qui était préexistant, en fait, d'envoyer en sous-station dans les deux autres immeubles la quantité de chaleur nécessaire. Tout ça pour arriver en fait à une utilisation principalement de bois, ce que je disais, pour l'ossature, pour l'isolation et pour la production de chaleur. Et surtout, une diminution par 10 des charges énergétiques des locataires, c'est-à-dire de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Alors concrètement, en chantier, on va passer à la slide suivante. Alors oui, pardon, on a l'organisation des logements pour comprendre un petit peu comment ils se présentent. On a essentiellement des T3 et des T4, donc deux typologies, avec à chaque fois des pièces, toutes les pièces donnent sur la façade, y compris les salles de bain et WC et cuisine, ce qui permettait donc d'extraire depuis les façades. Alors slide suivante. Voilà, on voit le démarrage du chantier. Le chantier démarre toujours à peu près par la même chose, c'est-à-dire la mise en place des échafaudages et la réalisation, vous voyez derrière l'échafaudage, des gaines de VMC double flux.
donc en gaines rigides, qui vont venir faire des piquages directement sur les logements, avec ce que je disais tout à l'heure, les locataires qui restent dans leurs appartements. On a simplement les trous qui permettent de venir mettre les bouches de ventilation sur le mur extérieur. L'avantage de la technique d'intervention par l'extérieur, elle permet vraiment de limiter les risques sur des opérations où, par exemple, il y aurait beaucoup d'amiante au niveau des sols. On n'a aucun percement de sol ou de plafond. On a uniquement des percements dans les murs extérieurs. Alors, slide suivante. Pendant qu'on est en train de faire ces échafaudages et, comment dirais-je, d'installer la VNC double flux, en atelier, on a la préparation des murs ossature bois. Donc là, on est sur de la technique complètement courante de mur ossature qui est la même que sur des bâtiments neufs, que si on construisait des bâtiments neufs, si ce n'est que ces murs ne sont pas porteurs. Alors, slide suivante. Voilà. Une fois qu'on a fait ces murs ossature, on a le remplissage en fibre de bois avec, vous le voyez en bas à droite, là, les réservations qui sont faites pour passer la VMC double flux, donc quand ils seront amenés contre les murs. La slide suivante. Donc après, ces murs ossature bois, une fois qu'ils sont préparés en atelier, ils sont amenés sur le chantier, très simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure, comme un chantier de bâtiment ossature bois neuf. Et puis, sur la slide suivante, vous allez voir qu'on va les mettre en œuvre par levage. On va les glisser entre l'échafaudage et le mur existant. Ils vont venir se glisser tranquillement entre les deux. Et puis s'assembler très simplement. Donc là, ça nécessite un relevé assez précis des façades état existants. Alors, je fais une petite digression. On peut faire cette solution-là parce que on avait une toiture dont les débords de toit étaient à reprendre. Quand on a des bâtiments avec des débords de toit qui sont, enfin avec des toitures par exemple qui sont en bon état et conservées, on peut pas avoir cette technique de préfabrication qui permettrait de glisser les murs entre l'échafaudage et la façade. Ceci étant, on s'est rendu compte que sur des bâtiments de la taille de celui que vous avez là, suivant les entreprises de charpente, certaines sont tout à fait capables de répondre en ne préfabriquant pas et en mettant des ossatures directement sur la façade avec des équerres métalliques, des pâtes équerres qui permettent de repasser un isolant et surtout de faire une rupture de pont thermique. Donc la solution de préfabrication, elle va un peu plus vite, mais elle présente une contrainte qui est qu'il faut qu'on puisse glisser entre l'échafaudage et la façade les murs ossature bois. Donc là, vous avez les murs qui sont assemblés, comment dirais-je, le prélatage qui va permettre de recevoir le bardage qui est en train d'être posé. Je peux passer à la slide suivante. Voilà, les bardages qui sont en train d'être mis en œuvre. Donc on a sur ces bâtiments-là à la fois du bardage bois, mélèze, huilé et à la fois de la terre cuite qui sont en fait des tuiles de toiture qui sont réutilisées en façade. Je peux passer à la slide suivante. Voilà, le chantier qui est en train de se terminer. Donc la façade que vous voyez, c'est une façade nord. Le bois n'est mis en œuvre qu'en façade nord et est, c'est-à-dire les façades non exposées. Et les façades les plus exposées, ouest et sud, aux intempéries, sont systématiquement bardées en tuiles. Donc le matériau dans un souci de vieillissement de bon vieillissement, on va dire. Voilà. Le chantier, une fois terminé, donc l'objectif était vraiment de transformer ce patrimoine, d'essayer de lui donner une autre écriture, un peu plus contemporaine, un peu plus intégrée sur son territoire. Donc on a à la fois un traitement des masses du bâtiment, à la fois un traitement du détail, c'est-à-dire qu'on recrée des porches d'entrée, on décale un petit peu les véhicules, on réaménage les extérieurs, on traite les boîtes aux lettres, on traite les portes d'entrée de chaque logement. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante, c'est-à-dire que rénovation énergétique, il faut qu'elle s'accompagne d'un changement d'image, et il faut aussi qu'elle s'accompagne du traitement de l'individu, c'est-à-dire qu'on traite le collectif à travers le bâtiment. Je parlais à l'instant de la porte d'entrée de chaque logement. La porte d'entrée, elle ne fait pas partie du logement, elle ne fait pas partie de la rénovation énergétique. Par contre,
on s'est rendu compte sur toutes les opérations de rénovation qu'on a pu mener que de s'intéresser, donc de changer la porte d'entrée de chacun et de commencer par ça sur les chantiers, donc de s'intéresser d'abord à l'individu, permettait de faire beaucoup mieux accepter le chantier et finalement de repasser au collectif après. Et le traitement de, je dirais, architectural, urbain, par rapport à la rénovation énergétique est vraiment essentiel. C'est-à-dire que le changement d'image permet de mieux comprendre le changement, l'amélioration énergétique qui n'est pas forcément visible du premier coup. Elle va se sentir au bout d'un an sur les factures. Ceci étant, l'utilisation aussi de biosourcés sur le chantier sont des données qui sont vraiment importantes pour qu'il y ait adhésion du projet et que le chantier se passe mieux, mais au-delà du fait que le chantier se passe mieux, que finalement le lieu de vie, le nouveau lieu de vie qu'on propose soit encore mieux vécu et mieux accepté par les habitants. Ça, c'est vraiment en retour d'expérience quelque chose de très important. Alors, on peut passer les slides suivantes pour voir un petit peu ces changements. Donc vraiment, il y a cette idée de redynamiser le quartier. Voilà, on peut passer les slides, donc et puis de redonner une uniformité finalement au site, de jouer avec une écriture qui finalement, d'un point de vue architectural, essaie de changer l'échelle, c'est-à-dire on a des grandes lignes qui se détachent par rapport à des traitements de petits détails. Ces grandes lignes, elles permettent de casser un peu l'échelle de ces bâtiments-là qui sont quand même en zone pavillonnaire. Donc là, vous avez le traitement spécifique d'une entrée avec l'intégration des boîtes aux lettres, avec la simplification de l'accès et l'identification des entrées aussi, chose très importante, selon nous. Voilà les quelques slides des bâtiments une fois réalisés. Donc là, on est en façade ouest. Voilà, on peut peut-être défiler jusqu'à la dernière. Donc le traitement des grandes masses, là, vous avez au niveau des grandes baies des séjours qui étaient légèrement en retrait, qui permettent un changement d'échelle qui était assez important pour requalifier ces bâtiments-là. Voilà la vue depuis la rue. Et on peut repasser à la dernière slide. Donc voilà pour la présentation générale. Je peux retourner aux chiffres. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Antoine, encore une gestion parfaite du timing, donc merci pour tout. Oui, il y a plusieurs questions. Alors, on va commencer par celle de Monsieur Alemani. Est-ce que les locataires ont reçu une information concernant l'usage de la VMC et quel est le retour depuis 2017? Alors sur la VMC double flux, il y a une information qui est faite, mais il ne faut pas trop compter dessus en général sur ces informations-là, surtout quand on se place à long terme. L'usage de la VMC double flux il doit être intuitif, surtout si elle est bien réglée. Enfin, ce qui est important, c'est de bien la régler pour que justement il n'y ait pas de questions qui viennent se poser. Alors voilà, parce que quand il y a des questions, quand il y a des gens qui viennent boucher la VMC double flux, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. C'est-à-dire que s'ils ont des sensations d'air froid, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. S'ils ont du bruit, c'est que ça dysfonctionne. Le principe d'avoir une VMC double flux collective qui passe par l'extérieur avec des coudes et des atténuateurs de téléphonie permet d'avoir quelque chose d'efficace. Ok, merci. Alors, il y a beaucoup de questions, je ne suis pas sûr qu'on arrive à répondre à tout. Comment sont fixés les murs à ossature bois? Directement sur la façade existante ou est-ce qu'il y a un point d'appui depuis le sol? Non, directement sur la façade existante. Ok, bon, c'est... merci. Est-ce qu'une surélévation a été envisagée sur ce projet? Non, il y a la densité le permettait pas et il n'y avait pas de nécessité, il n'y avait pas de pression foncière. On est dans un petit village des Vosges, donc il n'y a vraiment pas de pression foncière qui justifierait d'augmenter la densité d'habitants à cet endroit-là. Qu'en est-il de l'accessibilité, l'accès handicapé, PMR? Alors il n'y a pas d'accessibilité PMR sur ces bâtiments. Ok. Du fait qu'on est en demi-niveau, c'est-à-dire que ce qui se voit à peine, c'est que quand on rentre, on monte un demi-niveau pour pouvoir accéder au logement. Talimar se demande donc sur l'entreprise est choisie à quel stade, quels sont les différents lots de travaux et en corollaire, donc avec l'augmentation des coûts actuels, une telle opération resterait-elle aujourd'hui rentable?
Alors, les entreprises sont choisies au moment de l'appel d'offres. La conception est prévue pour que n'importe quelle entreprise locale qualifiée soit capable de réaliser. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune prouesse technique. C'est pour ça qu'on montrait les murs préfabriqués ou qu'éventuellement on puisse faire les ossatures sur le bâtiment. L'objectif, c'est la performance énergétique, hein. Donc, on est en corps d'état séparés. C'est très important, ça. Le fait de travailler du bois local, de reprendre des énergies locales, c'est important, mais de faire travailler des entreprises locales, c'est aussi une chose très importante. C'est-à-dire le tissu économique, il est essentiel. Après, la question de compte tenu de l'augmentation des coûts de construction, est-ce que c'est encore rentable? Bah, ça va le devenir de plus en plus parce que la précarité énergétique, d'un autre côté, l'énergie, elle augmente et c'est pour ça que le coût de construction, il augmente. Donc la question de la précarité, elle est de plus en plus prégnante. Donc plus on va tarder à rénover le patrimoine, plus ça va coûter cher à le rénover et plus on va avoir des gens qui seront dans des situations, des locataires dans des situations où ils vont devoir choisir entre payer leur loyer ou payer leur facture énergétique. Donc je pense qu'effectivement, ça coûte plus cher, mais que l'énergie aussi coûte beaucoup plus cher. Une question de Monsieur Jolivel sur la traçabilité, justement. Voilà, tu parles de la provenance fibre de bois, bois énergie, de l'ossature, que tout viendrait des Vosges, notamment le bardage aussi. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez mis en place une traçabilité? Comment est-ce qu'on peut en être sûr à 100%? Non, on n'a pas mis en place de traçabilité au départ. On était en conception en 2016. Évidemment que ces questions se posaient, mais on ne voulait pas non plus mettre une pression trop forte sur les entreprises. C'était dans les premières opérations qu'on réalisait, donc le sujet n'était pas vraiment là. Par contre, on a été, de fait de la conception simple qui favorisait des entreprises locales, on a après discuté aussi avec les entreprises pour savoir où ils se fournissaient et essayer de les inciter, ce qui a été le cas, à se fournir localement. Et de toute façon, à partir du moment où on fait des choses simples, techniquement, technologiquement, donc accessibles à tous, les chances enfin, on met toutes les chances de son côté pour qu'on puisse utiliser des produits locaux qui devraient être, en toute logique, moins chers que des produits qui viennent de plus loin. Merci. Une question de Monsieur Sauvage sur le principe de VMC en façade dans l'isolation. Est-ce possible dans des immeubles de troisième famille? Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. Oui, oui, c'est tout à fait possible en troisième famille. Je vois pas de raison de ne pas pouvoir le faire. La réglementation fait référence à la réglementation incendie. À partir du moment où on est dans enfin, où c'est plutôt la qualité de l'isolant qui va être mis en question et le recoupement d'une lame d'air, mais on n'est pas dans la lame d'air, on est côté, comment dirais-je, on est entre l'isolant finalement et la façade. Peut-être encore deux questions pour finir. Est-ce que le facteur 10 est réel de vos Alors mesures? le facteur 10 est réel sur économiquement parlant, hein. On parle de réduction de charge énergétique et surtout, au-delà, ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà du facteur 10, on a quitté les énergies fossiles pour aller sur une énergie dont le coût augmente aussi, hein, comme les énergies fossiles, mais pas dans la même proportion. C'est-à-dire que le coût de l'énergie bois est bien plus stable et le sera forcément à terme que toutes les autres énergies fossiles. Donc c'est réel et ça va le devenir encore plus on va aller dans le temps. Peut-être une dernière question de Madame Lejeune sur le fonctionnement des logements face aux canicules estivales. Donc, une question confort d'été, qu'en est-il? Alors, on a des logements traversants et on se rend compte aussi que cette isolation fibre de bois, bah, elle est très très efficace, hein. On a rajouté 30 centimètres, on a donc des logements traversants. On n'a pas mesuré, hein, pour être objectif, il n'y a aucune mesure qui a été faite dans ces logements-là. Maintenant, on n'est pas non plus dans une zone climatique qui soit très compliquée. Ce qu'on peut juste dire, c'est que en fonction de là où on va faire les projets, une simulation thermique dynamique est indispensable, à la fois pour savoir ce qui va se passer en été, comme ce qui va se passer en hiver. Donc,
là, l'efficacité des isolants mis en œuvre, c'est évidemment pas à vérifier avec la réglementation, avec l'ARE, qui n'est pas un outil de conception, mais avec la simulation thermique dynamique, qui est le seul moyen de savoir ce qui va se passer réellement dans le projet qui va être réalisé. Très bien, merci. Je vois le temps qui défile, donc on doit enchaîner, mais merci pour toutes les questions. Antoine, tu peux regarder aussi dans le chat pour répondre aux 2-3 questions qui peuvent rester, si tu le souhaites, ou plus tard, bien sûr. Merci en tout cas pour cette présentation. Et puis, je passe la parole à Monsieur Bénard pour le 3e retour d'expérience, qui est celui d'un chantier de rénovation thermique, donc à Baron-Rocheplatte, dans le Loiret. Voilà, Monsieur Bénard, je vous laisse la parole. Ça marche. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi, je me présente, Jérôme Bénard, donc dirigeant de la société Bénard Charpente, basée à Orléans, dans le Loiret. Alors, ma présentation, on va parler plutôt du chantier, mais sur la partie un petit peu plus, on va dire, technique. On a eu une première présentation sur la partie de Nordord architecte avec un œil architecte, plutôt dans l'architecture. Alors, notre sujet, on est sur un bâtiment, alors il y a marqué R+3, mais c'est un R+4, puisqu'on est sur une des façades où on voit que 3 niveaux. Donc ce bâtiment, il est avec plusieurs logements, donc 76 logements, tous identiques. Des studios. Ces studios, ils ont qu'une seule façade qui donne à l'extérieur, c'est ce qu'on peut voir, c'est la façade vitrée, avec une allège vitrée et des coulissantes sur la partie supérieure. Donc en gros, vous imaginez que en termes de confort été, c'est un peu une grosse problématique, hein, on a des gros apports de chaleur, donc ça devenait vite des fours. Donc nous, on intervient avec des murs rapportés par l'extérieur, murs isolés en entreprise. Donc on peut voir sur la slide suivante ce que ça donne en phase finale. Donc on est venu avec des murs vers l'extérieur, une isolation. On a créé des fenêtres sur l'extérieur. Désolé si j'ai un peu de mal à parler parce que j'ai un peu de mal là. Donc l'objectif était de réduire les parois vitrées, isolées par l'extérieur, créer une étanchéité à l'air dans les logements. Alors, on est sur un site occupé. Quand on regarde la slide suivante, voilà, on s'aperçoit que alors oui, je reviens un petit peu dessus. On avait des problématiques d'approvisionnement puisqu'on est en plein centre-ville. Donc l'accessibilité était très très compliquée. Donc on n'a pas pu venir avec des gros camions, des poids lourds ou des grosses grues. C'était la problématique. Donc chaque paroi mur rapporté est un logement. Donc on est venu avec des murs des murs isolés en atelier, avec les menuiseries déjà montées. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'isolation, c'est des murs isolés avec de la laine de bois. Voilà. On peut regarder la slide suivante. Vraiment, je m'excuse, hein, parce que j'ai un peu de mal. Donc voilà, ça représente environ 1400 mètres carrés de murs ossature bois. On a à peu près 170 menuiseries. On avait une importance pour que tous ces travaux, on soit sur un circuit court, en tout cas le plus possible. Donc les bois sont français, l'isolation aussi, les menuiseries ont été fabriquées en Vendée. Voilà, tout ça, ça a été conçu dans notre atelier qui se situe à environ une vingtaine de kilomètres du dossier. Et on a réalisé le chantier en 2 phases. C'est-à-dire que la première phase, on est venu apporter des étriers métalliques sur la façade pour pouvoir poser nos murs qui sont tous indépendants. Donc on est venu de l'extérieur, on a posé les murs et après on a une deuxième phase où on a échafaudé l'extérieur pour pouvoir faire la finition, le bardage. Et pendant cette phase-là, on a aussi travaillé sur l'intérieur où on peut le voir, je crois que c'est la slide après,
Ah non, c'est pas celle-là, mais c'est pas grave. On est venu mur par mur, voilà, les poser. Et puis après, en intérieur, on a démonté les châssis supérieurs. Et on a pu mettre l'étanchéité à l'air, la membrane pour envelopper toute la partie allège. Et après, il y a eu une autre intervention pour la partie placo, doublage et peinture. Donc voilà, on a équipé les menuiseries avec des volets roulants avec un capteur solaire. Voilà, le chantier a duré à peu près une petite année, on va dire 6 mois pour la première phase, mur par l'extérieur, et environ 6 mois pour la partie bardage et la partie finition intérieure à chaque fois dans chaque logement, donc chaque logement occupé. Donc il y avait un système de rotation où en une semaine, on prévenait les gens et à partir du premier jour, dès le lundi, on intervenait pour démonter les châssis et à la fin de la semaine, le placo et les bandes étaient terminés et pour qu'on puisse avoir une réduction le plus possible en termes de temps pour éviter de trop déranger les gens. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc là, on voit bien sur la partie intérieure, on voit encore donc les anciens châssis avec le mur qui a été rapporté, une membrane qui avait été laissée en attente pour l'étanchéité à l'air. Et alors, ces châssis, la petite spécification, c'est que les joints des vitrages des allèges, ces joints-là étaient en amiante. Donc, il a fallu les conserver sur le site. Donc, on a enveloppé sur la partie membrane. On le voit sur la photo d'après, je crois. Voilà. On a conservé la partie allège fixe, voilà, et on est venu mettre en place cette membrane. Et après, du coup, le doublage. Voilà. On peut passer à la slide d'après. Voilà, donc voilà mon petit retour sur cette conception. Sur la partie, bon, je pense que j'ai fait plutôt le tour. Bon, je serai à l'écoute de vos questions et puis désolé pour cette petite présentation. Voilà, merci. C'est très bien, Monsieur Bénard, merci beaucoup. Voilà, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, donc on le comprend tout à fait. Donc merci encore de vous être rendu disponible. Oui, une question de personne de l'Adréal de Normandie. L'amiante est-elle restée sur place? Alors en fait, c'était juste les joints amiantés des menuiseries, des vitrages de la lèche fixe. Et oui, c'est resté sur place. On pouvait pas, en termes de budget, il y avait des contraintes qui avaient été choisies, des coupes, et on n'a pas eu le choix que de laisser cette partie-là. Ouais. Et du coup, une question annexe de Monsieur Adotti. Comment étaient fixées les trames bois isolants sur les murs, si justement en présence d'amiante? Alors nous, la partie mur, elle est complètement indépendante de la façade et structurellement indépendante. Donc en gros, nous, chaque mur, donc chaque logement, posé sur 2 points d'appui. On le voit sur certaines photos où on a des étriers métalliques qui ont été posés en extérieur. Donc du coup, nous, on n'a jamais touché la façade vitrée, enfin la lège en tout cas. Donc le mur était isolé dans sa totalité. Et puis après, c'est en intérieur où on a enveloppé avec la partie membrane et il y a un doublage qui a été recréé en structure métallique et où ils ont réincorporé encore un isolant côté intérieur. Une question, comment se passe l'isolation autour de l'acrotère? Et En- en corollaire, avez-vous refait l'isolation en toiture terrasse? Alors oui, effectivement, c'est un point que j'ai pas évoqué. C'était une autre entreprise, mais oui, toute l'étanchéité c'est un toit plat, a été refaite et réisolée. Et du coup, nous, notre mur vient bien coiffer l'acrotère, donc l'isolation va bien jusqu'en haut. Puis l'étancheur a refait toute une partie isolation sur la partie plane, verticale en remontée intérieure de l'acrotère et sur le dessus aussi en tête d'acrotère. Voilà. Une question, oui, quel est le coût de l'opération? Sur ce projet-là, on est environ sur un projet coût global parce qu'il y a aussi système de ventilation qui a été fait. On est sur 1,2 million
pour environ 1400 mètres carrés de murs. Il y a 80 logements, 76 je crois logements. Voilà, ça fait un ratio environ à 750 € le mètre carré en surface de mur. Merci. Une question, je me demandais en fait, est-ce que vous déclinez beaucoup ce genre d'opération? Que représente la rénovation dans vos marchés aujourd'hui et notamment sur ces façades rapportées? C'est que le démarrage pour nous sur Orléans parce qu'on a beaucoup de contraintes en termes des architectes des bâtiments de France qui ne nous simplifient pas la tâche. Sur ce dossier-là, on était à 300 mètres de l'église, donc c'était pas simple de pouvoir faire ce qu'on pouvait faire. Maintenant, en termes de rénovation, c'est environ 30% de notre chiffre d'affaires sur des isolations par l'extérieur. Et comment est gérée la stabilité au feu? Je me demande. Bah, il y a alors je sais pas si vous le voyez, mais il y a des ruptures hein, à chaque niveau sur la partie bardage et sur la partie stabilité au feu. Bah, après, c'est en termes de type de matériaux et d'OSB, OSB 3. Tout ça, ça avait été validé par les bureaux d'études. Donc, moi, j'ai pas une grande source sur toute cette partie-là. Je vais pas pouvoir vous aider beaucoup. Moi, je suis plutôt sur la partie production pure. Donc, voilà. Et est-ce que vous pouvez évoquer un peu la phase chantier, parce que vous parliez justement que c'était quand même dans un site en centre-ville de mémoire. Mmh, mmh. Alors j'imagine, enfin voilà, la gestion en fait, comment on gère ça au niveau logistique? Bah, on essaie de faire un. Oui, oui. On avait deux problématiques. La problématique d'accès, donc on pouvait accéder, aucun SMIROR pouvait passer. Et aussi une problématique de poids et de grutage, parce que du coup, vu pas de SMIROR, ça veut dire pas de ppm, donc petite grue. Donc nous, on a une grue de 3,5 tonnes, donc ça veut dire qu'on a des contraintes en termes de levage et en termes de poids. D'autant plus que là, on voit la façade principale qui donne sur rue, mais la façade arrière, on est au-dessus d'un parking souterrain. Donc voilà, on a minimisé le poids des murs. C'est pour ça que les murs sont partis sans le bardage, euh, seulement avec les châssis. Et on a tout approvisionné par une remorque. Quand on le voit sur une photo, c'est des chaises qui sont transportées avec un camion 3,5 tonnes et une petite remorque, puisque dans les virages, sinon ça coinçait. Donc après, bah, on a tout planifié et tout fabriqué en avance, hein, c'est-à-dire que en fait, on a fonctionné comment dire, par façade verticale, rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, et chaque jour on a provisionné une façade, enfin une partie verticale. Voilà, donc ça demandait toute une partie logistique, fabrication, anticipation sur le bon déroulement du chantier, parce que quand on imagine qu'on prend un peu de voirie pour mettre en place la grue, il faut minimiser l'impact. Voilà. Merci. Il y a une question sur justement avec l'isolation intérieure et le doublage dans les logements, quelle a été la perte de surface habitable? Et est-ce que cela a impacté les loyers? Est-ce qu'il y a une nouvelle demande, un nouveau calcul qui ont été faits pour les loyers? Alors, ils ont perdu environ 7 centimètres de profondeur sur l'ensemble de la surface. Les studios faisaient à peu près 6 mètres de large, donc ils ont perdu un petit peu de surface. Maintenant, derrière, en termes de coût énergétique, ils ont récupéré. Après, moi, je suis pas au courant de toute cette partie euh, qu'il y a pu y avoir entre les locataires et les propriétaires, parce qu'en fait, c'est une copropriété, hein, c'est plusieurs propriétaires individuels. Donc, voilà, le projet a été voté en amont, ça a mis beaucoup de temps à être validé, donc je suppose qu'il y a eu beaucoup d'échanges et certainement pas forcément d'augmentation de coût des loyers malgré l'augmentation, enfin malgré les économies d'énergie. Je pense que ça a plutôt été établi dans ce sens-là, je pense. Et peut-être une dernière question, comment la copropriété justement a été accompagnée pour les choix techniques? Il y a eu un cabinet, enfin il y a eu deux cabinets, hein. Il y a eu le cabinet d'architecte qui s'est occupé toute la partie conception technique
et, et relaie aussi avec la partie bureau de contrôle. Et aussi, on a eu un cabinet d'économistes qui a géré toute la partie montage de dossiers et financement, demande d'aide, pour pouvoir répondre à une enveloppe globale du dossier. Merci. Une dernière là, qui vient de tomber sur pourquoi des volets solaires. Je peux pas vous dire, je sais pas. Moi, c'était, on nous l'a imposé. Je sais pas pourquoi. Peut-être que pour éviter de consommer plus d'électricité. Je pense que, enfin, moi, c'est ce que je me dis, mais j'ai aucune réponse précise. Je peux pas vous dire. Je vous remercie. Je vous propose qu'on arrête là sur ce retour d'expérience. Voilà, il nous reste un petit peu de temps, donc je vais rapidement arriver à la conclusion. Mais si vous avez encore des questions sur l'ensemble des opérations qui ont été présentées, alors Monsieur Führer ne pouvait plus être présent, mais en tout cas, voilà, je pense que les intervenants sont à votre écoute là pendant les 5 dernières minutes, on va dire. Donc n'hésitez pas. Et puis, comme dit, ça peut être aujourd'hui ou demain ou plus tard. Vous avez aujourd'hui eu la possibilité de découvrir ces retours d'expérience qui peut-être vont générer des projets chez vous ou en tout cas vont vous apporter des réponses. Donc simplement, pour finir rapidement, on tenait à vous rappeler quelques outils existants qui sont à votre disposition. Donc sur l'aspect rénovation, il y a un site internet spécifique disponible depuis le site Ambition Bois. Ambition Bois, en fait, c'est un portail où vous avez à la fois un accès à des outils sur la construction neuve, mais aussi sur la réhabilitation. Et donc, ce site Objectif Réhabilitation permet d'avoir une quarantaine de retours d'expérience sur des bâtiments rénovés avec le bois dans toute la France qui, et qui répondent en fait à la fois à des objectifs, voire à des contraintes de site. Et donc, c'est pour ça que ça peut vous donner justement des idées de solutions, de témoignages des équipes qui ont travaillé sur ces projets en vue de décliner ça sur vos propres opérations. En complément, Julien Herbert en a parlé en début d'intervention. Il existe donc sur le volet notamment neuf le catalogue bois construction. Donc ça, c'est vraiment un outil qui a été développé par la filière au niveau national pour proposer des solutions techniques avec un carnet de détails qui permet justement de trouver des solutions bois qui relèvent des techniques courantes. Finalement sur l'ensemble des lots à l'intérieur du bâtiment, donc à la fois les murs, des liaisons mur-toiture, etc., etc. Et donc vous avez donc accès à ces détails techniques avec pour chacun donc des calculs aussi bien sur la thermique, sur l'incendie ou encore sur l'acoustique. Et donc, c'est pour ça que vous avez possibilité de trouver des solutions en accord avec vos exigences sur le projet. Voilà. Et donc, le site s'enrichit constamment. Vous avez aussi une aide à la rédaction de CCTP. Vous avez des fiches environnementales, donc tout ce qui est FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui sont d'autant plus importantes avec les nouvelles réglementations. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment un site qui est très bien fourni. Ensuite, pour trouver des références de bâtiments bois, à la fois rénovés mais aussi neufs, il existe un panorama bois que vous pouvez donc trouver facilement. Et donc celui-là, il est aussi en ligne gratuitement, je précise, tout ça, vous y avez tous accès. Et donc, vous pouvez faire une recherche par région, par typologie de projet, et vous trouverez en conséquence donc des projets peut-être équivalents à ce que vous souhaitez faire. Et à chaque fois, donc un descriptif technique, mais aussi les coordonnées des équipes qui ont travaillé sur les projets. Donc, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, architecte, entreprise, bureau d'études. Bref, ça nous semble être une source de retour d'expérience très importante qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Voilà, donc
Simplement, oui, pour conclure un petit peu sur l'événement du jour, j'espère que ça vous a apporté quand même pas mal d'éléments techniques, mais aussi on a pu aborder grâce à la complémentarité des profils l'aspect maîtrise ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprise. J'espère aussi qu'on a pu vous prouver que le bois était une solution adaptée et performante pour répondre à différentes exigences. Donc, à la fois rénover avec des très bonnes performances énergétiques, rénover en site occupé, rénover donc dans des bâtiments qui sont difficiles d'accès. Entre autres, rénover aussi avec la ressource et les compétences du territoire. Ça, ce sont des choses importantes. Et nous, au niveau de Fibois, on est aussi un interlocuteur qu'il ne faut pas hésiter à solliciter pour trouver des compétences au niveau local, en lien avec les ressources du territoire. Donc, c'est une de nos plus-values de pouvoir faire le lien avec l'amont, justement, de la filière. Donc, voilà, c'est un petit peu vous tirez finalement chacun vos conclusions, mais on voulait vous montrer la diversité à la fois de l'offre et des techniques disponibles pour répondre à l'ensemble des projets qui se présentent, la rénovation étant un enjeu majeur, bien sûr, à la fois dans les villes et dans les campagnes, pour améliorer le parc de bâtiments existants et les performances énergétiques associées. Donc simplement pour vous informer, donc le prochain webinaire aura lieu le 11 mai, comme précédemment évoqué. Donc il traitera spécifiquement des maisons individuelles, donc aussi de 8h30 à 10h. Et donc tout sera disponible en replay aussi pour les personnes qui le souhaitent, grâce à l'enregistrement qui a été fait. Je tenais à remercier l'ensemble des intervenants, donc Monsieur Herbert, Monsieur Führer, Monsieur Pagnou et Monsieur Bénard. Encore une fois, je pense que c'était tout à fait pertinent, complémentaire et intéressant. On espère que le rythme vous a convenu aussi. On a essayé de respecter un timing qui permet d'aborder les sujets sans rentrer dans trop de détails, parce que pour aussi vous libérer le reste de la journée. Je remercie mes collègues Alice Tardy, Lucie Meunier et Pierre-Yves Rollin pour l'organisation, pour la technique, le son, les lumières, voilà, comme on dit dans les spectacles. Bref, voilà, c'est aussi grâce à ce réseau que vous êtes si nombreux aujourd'hui et qu'on peut justement échanger entre tous et partager nos expériences. Donc merci pour votre travail. Voilà, j'en ai fini là. Je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion, à la fois mesdames ou nos amis intervenants. En tout cas, on vous souhaite à tous une excellente journée et puis on reste à votre écoute pour la suite et pour rénover des beaux projets. Voilà, bonne continuation et puis à bientôt et vive le bois. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci Thibaut, bonne journée.